Comment oser donner la vie pendant la guerre? Comment le quotidien familial est-il perturbé par les réalités de la guerre? Que sait-on du féminisme en Ukraine? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Irina Slavinska, journaliste, rédactrice en chef de la Radio Culture, auteure du livre sur le féminisme en Ukraine. Irina a eu son premier fils en 2024 à Kiev. Irina, bonjour. Bonjour. Fils, il a 1 an et 4 mois. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, tu es aussi connue comme auteure de livres sur le féminisme, sur le rôle de femme dans la vie sociale, politique ukrainienne, et qu'est-ce que ça veut dire déjà être féministe en Ukraine, etc. Donc voilà notre sujet. Et ma première question à toi, ça peut surprendre si on dit à quelqu'un qu'une femme qui a fait carrière, qui est restée en Ukraine durant la Grande Guerre, est devenue mère. Pourquoi cette décision ? Bon, je pense que la décision, c'est un grand mot. Dans les familles, il y a les enfants qui arrivent, comme le don, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé de la vie que va connaître mon fils, que va connaître notre fils en Ukraine en flammes. Comme piétonne, ce matin, en faisant mon chemin vers ce studio, j'ai vu une cérémonie de dernier adieu avec un soldat ukrainien. Donc il y avait 7 minutes du silence. J'ai vu les voitures passer et une fois de plus, j'ai pensé que c'est que notre fils, avec nous, ses parents, voit déjà ce genre d'événements au quotidien. Il y a les cérémonies qui se passent dans les églises, dans notre quartier. Et c'est un bébé, comme d'autres bébés, qui même sur l'aire des jeux, peut connaître ce genre d'expérience. Donc oui, être mère à temps de guerre, c'est aussi avoir à expliquer à un tout petit enfant qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, qui sont ces voitures, qu'est-ce que cette musique, qu'est-ce que ce silence. Et c'est ça un peu qui explique à quoi je réfléchissais quand on attendait la naissance de notre fils. Oui. C'est pas facile si je peux être franche, mais en même temps, c'est la vie qu'on connaisse ensemble. Oui. Tu as donné naissance à votre fils en 2024, et une année, en fait, qui, selon les démographes, nous avons consulté les statistiques tout à l'heure, c'est l'année où, en fait, en Ukraine, c'était le record, en fait, des naissances dans le sens négatif, c'est-à-dire, combien c'était 176... Presque 167... presque 177 enfants nés en 2024. Voilà. C'est le minimum à partir de l'année de l'indépendance ukrainienne. Voilà, donc évidemment, les raisons pour cela sont très évidentes, puisque c'est la guerre, puisque c'est le départ de plusieurs familles, femmes, enfants à l'étranger. Et c'est aussi l'absence de père. Parce que selon la loi martiale, les hommes sont mobilisés, donc certains ne sont pas mobilisés, mais il y a toujours ce risque qui est là. Et les femmes aussi, il y a les femmes qui font leur service militaire et qui ont décidé de remettre leur décision de devenir mère pour l'avenir. Oui, mais revenons à ton exemple personnel, parce que c'est très parlant quand on peut expliquer ce que ça veut dire. Est-ce que, selon toi, le déroulement de la grossesse, pendant les coupures, les bombardements, le suivi médical, la naissance elle-même dans les maternités, qu'est-ce qui avait changé en fait, si on compare ce qu'on avait comme service, comme situation avant la guerre, et vivre cette expérience pendant la Grande Guerre? Moi, personnellement, j'ai eu la chance parce que la grossesse a eu lieu pendant de longues périodes plutôt calmes. Bien sûr, il y avait les alertes aériennes, mais il y avait
quelques mois, quand on n'a pas connu de grands bombardements, quand on a eu un silence relatif avec juste les drones, par exemple, mais sans missiles, ce qui est déjà important. Mais c'est vrai qu'il y avait les nuits assez compliquées qu'on passait dans l'abri avec mon mari quand j'étais enceinte. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'émotions ces nuits-là. Si on parle de l'expérience dans la maternité, de l'expérience de donner la naissance à un enfant, c'est vrai que maintenant, les maternités en Ukraine doivent avoir l'abri anti-bombe. Et il y a certaines mères, il y en a plusieurs, qui ont dû vivre tout ce processus de donner naissance dans l'abri anti-bombe. Nous, heureusement, on l'a fait dans une salle correcte, dans l'hôpital, mais j'ai des amis qui ont eu quand même l'accouchement beaucoup plus stressant que moi. Donc après la naissance, ouais, ça a connu 1 mois ou 2 mois. C'est calme aussi, mais après on a eu de longues périodes de coupure d'électricité, donc tout le mois de juillet, un peu de mois d'août, un peu de mois de juin, c'était assez compliqué parce que elle était assez chaud, et pour un bébé de 2 mois, de 3 mois, elle est très compliquée de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est si chaud dans la chambre, pourquoi il y a... Sans climatisation, parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc tu ne peux pas allumer la clim. Et c'était pareil avec tout ce qui concerne les promenades. Parce que nous habitons à la 14e étage. 14e. Et donc, il n'y a que 2 ascenseurs qui ne fonctionnent pas quand on a des coupures d'électricité. Donc, l'emploi de temps des promenades, bien sûr, était formé selon l'emploi de temps des coupures. Et quand il y avait les coupures, disons, après les bombardements, qui n'étaient pas prévues selon l'emploi de temps, c'était toujours un peu risqué. Parce que prendre l'ascenseur et y était bloqué, avec la poussette, avec un petit bébé, c'est quand même assez difficile. Et moi, je suis heureuse que je n'ai pas eu de cette expérience. Oui. J'avais assez peur. Oui, on peut imaginer. Donc, il faut aussi expliquer que voilà, quand il y a des coupures, l'ascenseur ne marche pas. Après, quand tu dis emploi du temps, c'est-à-dire il y a les horaires planifiés des coupures, mais hors cela, il y a toujours des forces majeures. Il y a toujours, après les bombardements, l'électricité peut disparaître. Après, tu peux être dans ce moment-là, même dans l'ascenseur avec ton bébé. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure? Ça veut dire que tu es bloqué. Tu es bloqué, tu appelles quelqu'un, et bien sûr, il y a les services de réparation qui arrivent, mais s'il n'y a pas de coupure, s'il n'y a pas d'électricité, ils ne peuvent rien faire. Donc, j'ai une amie qui a dû attendre 1h30 avant qu'on la débloque de l'ascenseur. Et pour expliquer un peu à notre audience, il faut comprendre que pendant les coupures d'électricité, la période d'électricité ne dure que 2 heures. Oui. Donc, après une longue période de 4 heures sans électricité, il y a 2 heures pendant lesquelles tu peux et tu dois choisir qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Comment est-ce que tu dépenses ce temps? Est-ce que tu prends la poussette, tu prends l'ascenseur et tu descends... Ou tu fais marcher la machine à laver, par exemple. Ou tu fais marcher la machine à laver, ou tu fais à manger, ou tu prépares tout pour nettoyer les biberons, pour les faire nettoyer, pour les faire stériliser, par exemple. Ça prend aussi pas mal de temps, parce que le processus de nettoyage, ça dure au moins 40 minutes. Et donc, ça mange déjà la moitié de ton temps avec électricité. Et pour moi, c'était peut-être la partie la plus stressante, parce qu'on s'adapte à n'importe quel emploi de temps. Le tout petit bébé, bon, il dort, il mange, et tu le promènes, tu joues avec, etc. Mais la nécessité de faire le choix, qu'est-ce que tu fais comme mère? C'est-à-dire, voilà, le management de temps qui est déjà compliqué quand on devient mère, n'est-ce pas? Parce que c'est tout de suite une autre responsabilité. Et je n'y parle même pas du travail, parce que moi, je presque n'arrêtais pas de travail. Donc, tout ce qui concernait les possibilités de télétravail pendant que mon fils était tout petit, je les ai utilisées. Donc, pendant ces 2 heures avec d'électricité, tu peux essayer à répondre à quelques mails, parce qu'il y a de l'Internet qui fonctionne, heureusement. Oui. Peut-être tu le fais en te promenant sur le smartphone, en poussant la poussette. Tant qu'il y a une batterie, parce que
tant qu'il y a une batterie sur ton téléphone, Bah, parce que parfois ça peut bien sûr. s'épuiser tout aussi bien. Donc voilà, donc tout ce problème-là, voilà, qui est déjà pas facile de devenir mère, de gérer le temps, d'être la mère qui travaille comme toi. Tu as ce poste avec beaucoup de responsabilités, rédactrice en chef de la radio. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là. Et y ajouter les coupures d'électricité et après les nuits sans sommeil. Parlons de ces nuits avec des alertes qui sont, parce qu'actuellement il n'y a pas de coupure d'électricité, heureusement, à Kiev, au moment où on parle, mais il y a toujours de des longues alertes. Il y a des longues alertes et il y a des bombardements aussi. Oui, malheureusement, et je pense que c'est une des parties qui est la plus compliquée à expliquer parce que c'est le quotidien que personne n'imagine, sauf les familles ukrainiennes qui vivent la même expérience. Moi, je parle beaucoup avec mes collègues de cette scène. Quand il y a la nuit, il y a une alerte qui commence. Il y a les drones que tu entends par la fenêtre. Il y a les missiles qui volent juste au-dessus de notre immeuble. Il y a les explosions que tu entends. Et ce sont les explosions qui, certaines nuits, tu les entends à proximité de l'immeuble. Et donc, vu que nous avons l'abri à distance de notre immeuble, donc tu dois marcher au moins une dizaine de minutes, on a décidé que faire ce trajet la nuit avec un bébé, c'est quand même assez risqué. Mhm. Parce que tu dois préparer tout le sac et la poussette et le bébé et tu le réveilles et machin. Donc on a décidé qu'on utilise ce moyen d'être plus ou moins protégé, de rester derrière plusieurs murs. 2 murs, la règle de 2 murs. Nous avons dans notre appart l'endroit où on a 3 murs entre la fenêtre et cet endroit de 2 côtés. C'est notre dressing. Mhm. Il est assez étroit, mais il y a assez de place pour que 2 personnes s'allongent quand même. Donc c'est moi et mon mari. Et à côté, il y a un petit espace dans lequel il y a la poussette que tu peux arranger quand même à la poser là. Et donc notre fils, il dort dans cette poussette, dans le dressing à côté de chez nous. Pour le moment, on a la chance de pouvoir le transmettre de son lit dans la poussette sans le faire réveiller parce que quand même il est assez petit. Il ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est ce bruit de l'explosion quand il dort. Il arrive à dormir même les nuits assez bruyantes. Mais si on parle des alertes dans la journée, déjà un bébé d'un 4 mois comprend qu'il y a le son des sirènes et que c'est assez bruyant, que l'alerte, ça fait un bruit. Nous essayons aussi d'expliquer qu'est-ce que ça signifie et d'expliquer que ce n'est pas la peine d'avoir peur. Mais les premières fois, quand il faisait attention à ce son, il lui faisait peur. Et donc, tu as déjà 2 choses à régler. Il y a une alerte qui commence et tu décides qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu vas dans l'abri ou dans le parking si tu te trouves à l'extérieur, par exemple. Et de 2, tu le fais après avoir calmé un bébé. Mhm. Et maintenant, il sait qu'est-ce que ça veut dire, ou plus ou moins, il ne réagit pas trop. Et il essaie d'imiter le son de la sirène. Donc, quand il y a une alerte qui commence, où tu entends un petit « ouh », Ouais. Il essaie d'imiter. donc il joue avec, mais maintenant je suis heureuse qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait plus peur. Et après, il y a tout ce poids psychologique, en fait, des actualités. Tout récemment, il y a à peine, je crois, 3 semaines, et à Kiev, il y avait une femme enceinte qui a été touchée par le bombardement russe. Elle était enceinte, je crois, 8 mois. Elle était blessée parce qu'elle était brûlée, c'est-à-dire beaucoup de brûlures. Et après, elle était morte à l'hôpital. Oui, donc, mais pendant quelques jours, on espérait, je me rappelle, on consultait les actualités pour savoir. Donc, l'enfant était né, c'est-à-dire les médecins ont sorti le bébé pour qu'il vive, donc il est là. Mais la mère, elle n'a pas survécu en fait à cette épreuve. Donc voilà, évidemment il y a d'autres cas et ça arrive à Kiev, ça arrive à la capitale, ça arrive évidemment ailleurs. J'oublierai jamais par exemple cette histoire de Vilniansk, c'est l'histoire de 2022 je crois, encore 2022, tout début de la guerre, où en fait le missile russe avait frappé la maternité même. Et donc là il y avait une femme avec son bébé qui est déjà né, en bonne santé, 2 jours, et donc c'est ce bébé-là
a perdu sa vie. Donc c'est la victime la plus jeune en fait de cette grande invasion. 2 jours, un bébé. Et donc c'est pour dire que c'est pour poser ma question. Avec ces actualités-là, évidemment, nous sommes tous humains. Nous projetons, ça pèse aussi sur le psychisme et tu t'interroges à chaque fois. Voilà, évidemment, c'est difficile d'aller dans les abris, etc. Mais ça pèse parce que ce n'est pas loin, ce n'est pas quelque part, c'est dans la même ville que tu habites, des choses comme ça puissent arriver. Comment tu gères, comment une mère ukrainienne gère ce stress qui s'ajoute avec les actualités? Je ne pense pas qu'une mère ukrainienne gère ce genre de la tension. Toi comme moi, tu vis la même tension. Je ne suis pas sûre que la réponse correcte existe. Il y a deux familles différentes qui font leurs solutions à elles, qui prennent les décisions à elles et qui décident. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Où est-ce que vivent les enfants? Et toutes les réponses sont compliquées. Et rester ailleurs, rester à l'étranger, sans avoir contact à toute la famille, ou rester ici, dans le cercle familial, dans le cercle des amis, dans le cercle des siens, mais vivre ce genre de danger, je n'ai pas de réponse. Notre famille, nous avons décidé qu'on reste ici. Et pour moi, personnellement, il est très difficile de lire les infos après chaque bombardement de ce genre-là. Bien que je suis journaliste, je vis dans l'espace médiatique, dans l'espace d'information, mais il arrive les jours, il arrive les nuits quand je me dis que là, je ne lis plus d'infos pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Un des exemples qui me frappe beaucoup, c'est bien sûr la terreur que font les Russes pour les habitants de la région de Kherson. Tu te rappelles bien sûr cette violence avec laquelle les soldats russes, avec leurs FPV drones, ont délibérément tué un garçon d'1 an qui était dans la cour avec sa grand-mère. Et en sachant comment est-ce qu'un FPV drone est opéré, en sachant comment est-ce que la personne exacte de l'autre côté de l'écran choisit où et sur qui elle tire. Donc il y avait un Russe derrière l'écran quelconque qui a décidé qu'il tue un enfant d'1 an qui amusait sur la pelouse d'un cours de la campagne avec sa grand-mère. Bien sûr, l'exemple de ces infos-là, de ces atrocités-là qui me touchent le plus. Qui dépasse évidemment toute imagination parce qu'on projette sur soi. À part être mère, pendant la guerre, tu es aussi une auteure de plusieurs livres sur le féminisme. Et tu es en train aussi d'écrire un livre sur le phénomène d'être mère pendant la guerre. Parlons d'abord du féminisme. Si on essaie d'expliquer ce que c'est le féminisme en Ukraine aujourd'hui, la répartition de rôles, l'égalité de sexe, on en est où? On en était où avant la grande invasion russe? Et qu'est-ce qui a changé selon toi après l'arrivée de la Grande Guerre? Je pense qu'on pourrait commencer par l'âge du féminisme ukrainien, parce que même dans le milieu des féministes ukrainiennes, il y a certaines qui ont l'idée que c'est quelque chose qui date de l'indépendance ou même quelque chose qui date de l'époque des changements d'après l'Euromaïdan, d'après la révolution de la dignité. Mais en réalité, si tu regardes l'histoire ukrainienne, le féminisme ukrainien a déjà 140 ans. Ça date depuis le premier congrès de femmes qui a eu lieu à Stanislaviv, le moderne Ivano-Frankivsk. Donc c'est une grande ville de l'époque de l'Est de l'Ukraine. Et ce congrès a réuni plusieurs femmes de différentes régions et même de différents pays, parce que c'était quelque chose d'international. Et tout ça a commencé par la création dans des groupes des femmes. Bon, le mot féminisme n'existait pas encore, mais... C'était quelle année exactement?
fait diminuer l'année actuelle moins Bon, 140 ans. 40, ça fait encore le 18e siècle, 19e. 19e. Donc ça date de l'apparition des mouvements des droits de femmes de l'Europe. Les Ce sont les années 1880 à peu près, 80-90. À peu près. 80, et ce qui est important, l'autre chose qui est importante à comprendre sur les premières féministes ukrainiennes, c'est que, elles sont apparues en même temps que les féministes dans d'autres pays du monde. Et de deux, pour l'Ukraine de cette époque-là, les mouvements des femmes étaient très étroitement liés au mouvement pour l'indépendance ukrainienne. Les premières féministes ukrainiennes luttaient par exemple pour l'éducation des femmes, l'éducation des filles, mais dans les écoles avec la langue ukrainienne. Parce que dans l'Ukraine qui se trouvait sous le contrôle de l'Empire de l'Autriche hongroise, comme en Ukraine qui se trouvait sous le contrôle de l'Empire russe, les écoles avec la langue ukrainienne n'existaient pas. Donc pour ces femmes, pour notre mère de féminisme contemporain ukrainien, il était important d'avoir ces libertés comme femme et comme ukrainienne. Et moi, je pense que ces deux choses expliquent beaucoup où on en est aujourd'hui. Juste avant l'invasion à pleine échelle, il y avait déjà les générations des féministes ukrainiennes des âges différents qui ont eu plusieurs expériences différentes, y compris les députés, y compris les ministres, y compris les activistes, du niveau horizontal qui travaillaient avec je dis entre les guillemets, les petits problèmes, qui ne sont pas les petits bien sûr, mais et c'est grâce à elles que les femmes à 2022 ont eu plus de possibilités de prendre la décision d'aller sur la ligne de front et y combattre comme égales avec les hommes qui se sont mobilisés pour aller comme les bénévoles ou qui ont été mobilisés pour faire la guerre. Et maintenant, si je ne me trompe pas, on a environ 5 ou 6 000 de femmes. 50 000. Non, je parle des femmes qui se trouvent sur la ligne de front. Sur la ligne du front, oui. Mais en général, dans les forces de la défense, dans l'armée ukrainienne, on a une soixantaine de milliers de femmes. Donc quand même, c'est assez beaucoup. Et tout ça a commencé à déclencher en 2014, quand il y avait les premières femmes bénévoles qui ont décidé qu'elles vont à la guerre. Et avant, à cette époque-là, il n'y avait pas même de possibilité de le faire d'une manière légale. Oui. Et grâce aux féministes issues de ce milieu, des premières combattantes de 2014, à 2017, le ministère de la Défense a créé tout ce qui était nécessaire pour que la femme devienne soldat, si elle le veut, d'une manière légale, avec le salaire, tout ce qui concerne la protection sociale pour sa famille, tout ce qui concerne la médecine, tout ce qui concerne l'assurance, etc. Donc, moi, je pense que ce détail, si je devais n'en donner qu'un, est déjà assez frappant pour comprendre tous les fruits du travail des féministes ukrainiennes dans le cadre de la guerre. Oui, et pour confirmer ce que tu es en train de dire, hier, nous avons visité un lycée militaire à Tchernigiv. Un lycée militaire à Tchernigiv qui a ouvert pour la première fois dans l'histoire ses portes aux filles. Un lycée, c'est-à-dire, ce sont les enfants de 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et donc, les statistiques aujourd'hui, 30% de tous les élèves sont les filles. Et nous avons parlé aux instituteurs et on était quand même surpris de comprendre parce qu'ils nous ont raconté que parmi les garçons, il y a ceux qui sont très motivés, mais il y a une partie de ceux qui hésitent. Est-ce qu'ils vont choisir cette voie militaire, officier, aviation? Parce que ce lycée-là, il était spécialisé en aviation. Tandis que si on regarde les filles qui sont minoritaires, 30%, c'est pas égal, mais c'est quand même 30%. La quasi-totalité des filles, ce sont des filles qui ont fait leur choix d'une manière absolument consciente. C'est-à-dire que là, on voit cette nouvelle génération, ils sont enfants aujourd'hui, parce qu'on n'est pas adulte quand on a 15 ans, 16 ans, mais on a déjà cette motivation des filles que d'embrasser en fait le métier militaire de défense.
Et c'était pareil à Kiev, parce qu'à Kiev, on a aussi notre lycée militaire d'Ivan Bogoun, qui a ouvert les portes pour les filles pour la première fois à 2019 ou à 2020, je ne sais plus l'année exacte, mais en tout cas, Avant la grande c'était invasion. avant la grande invasion, 2 ans ou 3 ans avant la grande invasion. Et cette décision impliquait beaucoup de changements dans toute l'infrastructure du lycée, parce que déjà, il faut avoir les dortoirs pour les filles, les salles de bain, les vestiaires. Donc, il y a beaucoup de changements même à l'intérieur du lycée, comme les travaux de réparation, etc., qu'on doit faire pour avoir l'espace Mhm. dans lequel les filles peuvent faire les études dans tel lycée, parce qu'il y a les casernes pour des lycéens, etc. Et il me semble que c'était le premier groupe des lycéennes de ce lycée. Et je me rappelle les interviews des profs de ce lycée qui parlaient de leur expérience du travail avec les filles lycéennes militaires. Ils parlaient aussi d'une motivation très forte des filles. Et moi, j'étais frappée que parmi elles, il y avait celles qui étaient les filles des soldats tués Mhm. après 2014. Et pour elles, c'était important de continuer le travail de leur père, par exemple. Mhm. C'est une histoire familiale. Et moi, je pense que si je compte bien, une partie des filles qui ont déjà terminé leurs études dans ce lycée, peut-être se combattent déjà à la guerre. Mhm. Pour remettre tout ceci, ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire dans le contexte, rappelons quand même que selon la loi martiale en Ukraine, les femmes elles ne sont pas mobilisables. C'est-à-dire Ils ne que sont pas obligés. obligées. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut choisir un métier militaire, comme voilà, ou bien sûr, elle peut se faire mobiliser si elle le veut, elle peut signer un contrat, mais il y a toujours la loi martiale, donc mobilisation comme ça, elle concerne uniquement le sexe masculin aujourd'hui. Sauf les médecins, parce que les médecins de deux sexes, quand même, sont en principe mobilisables Oui, pour les services, même dans les hôpitaux militaires, par exemple. Mais quand même, les filles et les femmes qui ont cette profession, ce métier de médecin, en tout cas, elles sont enregistrées dans ce système oui. de mobilisation. Mais en même temps, durant cette guerre, comme durant des guerres précédentes, on observe, c'est une chose un peu universelle, nous avons vu ça durant la Première Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays européens tels que la France. Évidemment, tant que les hommes sont d'une manière majoritaire au combat, les femmes, donc ça correspond toujours à un moment d'émancipation de femmes en arrière. Nous nous souvenons très bien de rôles de femmes, par exemple en France, durant la Première Guerre mondiale, voilà, les les femmes qui travaillaient dans les usines, qui produisaient les obus, qui étaient conductrices de tramway et qui pouvaient embrasser beaucoup plus de métiers qu'avant. Et évidemment, on puisse observer, et c'est ma question à toi, est-ce qu'on observe en fait quelque chose de comparable en Ukraine aujourd'hui? Tant que les hommes sont mobilisés, il y a des femmes qui s'émancipent en arrière. Je pense qu'en Ukraine, on parle plutôt des femmes qui s'émancipent. Point. Parce qu'il y a plusieurs choses qui montrent qu'il y a plusieurs femmes qui se sont autorisées, peut-être pour la première fois de leur vie, de prendre les responsabilités, surtout parce que le système voit plusieurs lacunes qui, avant, ont été occupées par les hommes. Je parle surtout des milieux qui sont liés au prestige, à l'argent, au pouvoir, etc. Mais quand il y a les hommes qui sont absents, de différentes raisons, il y a les femmes qui doivent prendre la relève. En Ukraine, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Je pense à la Première Guerre mondiale, pendant laquelle l'Ukraine a connu la première expérience des femmes soldats. Je parle de Olena Stepaniev, qui a été une des premières femmes officiers militaires. Elle combattait, elle a eu cette expérience militaire avec d'autres trentaines de femmes qui ont parti comme volontaires pour servir sur la ligne de front. Donc pour les femmes ukrainiennes, c'est déjà la troisième guerre quand on participe. Et si on parle des femmes civiles, c'est un peu pareil. Il y a les femmes qui deviennent patronnes de grands business. Il y a les femmes qui
essaient à créer leur première entreprise. Il y a les femmes qui essayent de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités. Et il faut comprendre les raisons pourquoi est-ce que ça se passe. Bon, de un, ce sont les femmes talentueuses, les femmes leaders, etc. De deux, c'est l'absence des hommes qui est assez importante comme facteur très souvent. Mais de trois, il ne faut pas oublier de plusieurs femmes qui ont dû quitter leur domicile, qui ont dû changer la région dans laquelle elles vivent, qui ont dû changer la ville ou le village dans lequel elles vivaient avant. Et ça implique très souvent la nécessité de changer le métier, la nécessité de changer, de repenser toute la vie entière. Et souvent, tu te retrouves dans le cadre assez strict. Il y a les enfants pour lesquels tu dois imaginer comment est-ce qu'ils changent toute la routine scolaire. S'ils changent d'école, par exemple, s'ils changent de l'école maternelle, de l'école primaire, comment est-ce que toute la famille change tout ce qui concernait la médecine, tous les services sociaux, le logement, qui est le facteur très important. Et avec tout ça, tu dois gagner de la vie. Oui. Tu dois trouver un poste quelconque. Et il arrive souvent, malheureusement, que le poste que la femme avait avant n'existe plus. Tu ne peux pas emmener avec toi ton magasin que tu avais dans un village dans la région de Kharkiv. Tu ne peux pas amener avec toi ton poste de cadre ou d'un bureaucrate ordinaire avec toi de la région de Kherson, par exemple. Et donc, tu dois faire quelque chose d'autre. Tu dois faire les études, tu dois tenter un coup ou peut-être créer la nouvelle entreprise en petit à soi. Oui, donc c'est la situation où tu assumes beaucoup plus de responsabilités aussi, parce que pour les femmes qui ont des enfants, on parle être mère pendant la guerre, ça veut dire aussi que tu dois réinventer toute ta vie, en fait, dans les circonstances extrêmement défavorables, parce que ça veut dire déménagement, ça veut dire réinventer son métier, ça veut dire prendre la décision, rester ou partir. Et même si on part à l'étranger, donc c'est souvent conçu comme quelque chose de facile, or que la voix des femmes qui sont parties à l'étranger, c'est rien de facile, parce que ça voudra dire qu'une femme, c'est pas forcément qu'elle parle la langue étrangère, il faut qu'elle s'intègre à la société, qu'elle pense à l'école des enfants, évidemment au départ il y a des aides sociales, mais tu peux pas vivre avec les aides sociales pendant des années, il faut se réinventer complètement tout en étant seule et en être gardienne en fait de la famille, tant que le mari par exemple il combat, il est sur la ligne du front. Donc cette pression en fait, elle est au moins double, sinon pas triple pendant la guerre. Et de plus, tu portes plusieurs heures du travail qui est absolument invisible, le travail émotionnel. Parce que c'est la femme qui, dans la culture ukrainienne, mais dans plusieurs cultures, c'est la mère qui est responsable pour la vie émotionnelle de la famille, qui est la gardienne de tout ce qui concerne les anniversaires, les dialogues, les relations, les contacts entre les générations de la famille, etc. Et quand tu te retrouves à l'étranger, par exemple, avec des enfants et avec tout ce travail sur tes épaules, y ajoutant toute la distance, ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup, ça pèse. Tu es en train d'écrire un livre sur ce phénomène d'être mère pendant la guerre. Comment ce livre sera? Voilà, sur quoi tu vas faire le focus et quelle sera la problématique? Je pense que je voudrais bien essayer à lier ensemble quelques grands axes, disons. Le premier axe, c'est tout ce qu'on vient de discuter avec toi, c'est tout ce qui concerne le quotidien d'être mère. De quelques anecdotes, disons, de la vie ordinaire au temps de la guerre avec un enfant, y compris tout ce qui me fait rire aujourd'hui, sur l'ascenseur et toutes ces choses d'électricité quand tu n'as que 2 heures pour imaginer qu'est-ce que tu vas faire. Mais bien sûr, nous avons oublié de parler de couvre-feu.
Ah. Couvre-feu, imaginons une femme qui commence à donner naissance pendant le couvre-feu. Le couvre-feu qui est d'actualité dans toutes les villes de l'Ukraine, de minuit jusqu'à 6 heures. C'était le sujet que j'ai googlé le plus juste avant l'accouchement, parce que c'était une grande question. Comment est-ce que tu peux prendre le transport quelconque pour aller jusqu'à maternité? Et on a su que même si tu prends la voiture particulière comme ça, ta propre voiture, automatique. Ta propre voiture, par exemple, pour la police, il serait assez de comprendre qu'il y a une femme qui accouche pour qu'il te laisse partir, et même pour qu'il t'accompagne, par exemple, pour que tu n'aies pas de problème avec le poste de la police prochain. Parce que ça se contrôle quand même, le couvre-feu. Et je pense qu'il faut expliquer que le couvre-feu, c'est un couvre-feu. Tu restes à la maison, tu peux pas... Tu circules pas dans les rues. Tu sors pas, même si c'est un chien qui doit faire pipi à l'extérieur, tu sors pas. Donc il y a la nuit, à partir de minuit jusqu'à 5 heures du mat, quand tu restes chez soi, il y a ces 5 heures que tu dois attendre. Donc heureusement, à Kiev en tout cas, tu peux, dans cette situation-là, prendre même ta propre voiture pour aller jusqu'à maternité. Mais bien sûr, l'ambulance, c'est ça qui sauve. Donc tu appelles l'ambulance et ils t'amènent... directement là où ils doivent t'amener. Donc moi, bien sûr, je parlerai de tout ça qui touche le quotidien d'être mère au temps des guerres. De deux, je pense que je parlerai de toutes ces tensions, de toutes ces émotions qui existent autour de la décision d'être mère et autour des responsabilités que tu portes. Y compris tout ce qui peut même blesser un peu. Par exemple, la question « Pourquoi est-ce que vous ne partez pas ?» C'est la question qui est blessante, mordante. Et de temps en temps, on a besoin d'y répondre quand même. Et de trois, je pense qu'il serait nécessaire de parler un peu de contexte. De contexte féministe, de contexte peut-être un peu démographique, et du contexte des stéréotypes. Qu'est-ce que ça était être mère avant? Comment est-ce que c'était considéré? Est-ce que ça impliquait le changement d'attitude envers une femme qui est devenue une mère? Et comment est-ce que le contexte de la guerre change cette attitude? Comment est-ce que l'image même de la mère change? Voilà ce qui m'intéresse. Voilà. Pour terminer sur une note plus joyeuse, je me rappelle de cette anecdote-là. Donc, des femmes divorcées avec les enfants, c'était toujours compliqué de refaire sa vie. Des femmes avec plusieurs enfants, évidemment, encore plus compliqué. Et donc, il y a ce cas de figure, par exemple, de la femme avec 3 enfants. Et donc, aujourd'hui, une blague est très courante en Ukraine, étant donné que les hommes qui sont pères de familles nombreuses, à partir de 3 enfants qui ne sont pas mobilisables. Donc aujourd'hui, les femmes sont en train de dire que moi, avec moi 3 enfants, je suis reine aujourd'hui. Donc tout le monde voudra me marier avec 3 enfants parce que ça donne droit de ne pas être mobilisé tout de suite. En tout cas, jusqu'à le 18 ans de l'aîné, de l'enfant qui est né. Donc ça, les femmes qui sont mères de familles nombreuses sont devenues très désirable. Très désirable, on va dire comme ça. Merci beaucoup, Irina, pour cet échange, pour ton analyse et en fait pour ton histoire en fait qui redonne du courage évidemment. Toi qui as donné naissance à votre fils durant l'année la plus difficile en fait en termes de natalité, en termes de naissance en Ukraine. Espérons que les femmes ukrainiennes vont tenir le coup et que nous verrons un jour beaucoup plus de bébés et des jeunes enfants ici en Ukraine après la guerre. Merci beaucoup. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Irina Slavinska, journaliste, rédactrice en chef de la Radio Culture, auteure de livres sur le féminisme en Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.